Laurent, bonjour. Bonjour. Comment faire fortune dans chemin 40? À l'origine de l'album, on trouve un roman de Pierre Signac, Ouais. donc adapté par d'Horizon et Nury. Au départ pour le cinéma. Ouais. Donc Ouais. c'était. Est-ce que ça reste encore d'actualité? Ça, je pense qu'il faudrait leur demander, parce que moi j'ai pas grand chose à voir avec le projet Cinoche. Je sais qu'il en a été question pendant un certain temps, et je pense que s'ils ont fait aussi la version bande dessinée, c'est que C'était long à mettre en route peut-être? c'est que ouais, la version cinéma avait tendance un peu à s'étioler, quoi. Voilà. Donc c'est toujours compliqué, hein, c'est une économie particulière. Voilà. Puis c'est des projets qui sont longs à monter, il faut trouver des financements. Sachant qu'en plus, là c'était il prévoyait, Thomas Langman prévoyait de faire un film grand public. Et en plus c'est un grand récit d'aventure avec reconstitution, avec pas mal d'explosions, donc je pense qu'en termes de budget, le cinéma français, ouais c'est ça, voilà. Donc je pense que c'est aussi toutes ces raisons-là qui ont fait que ça prend un peu plus de temps, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu as rencontré d'Horizon et Nury et qu'est-ce qui t'a attiré dans leur scénario? En fait au départ avec Fabien on s'est croisés plusieurs fois, on avait pas mal discuté. On s'entendait plutôt bien, on savait, je pense, tous les deux que nos univers correspondaient. Voilà. Je pense que sans se le dire, en fait, on savait qu'un jour on finirait peut-être par travailler ensemble. Voilà. Avec Xavier, on s'était croisés, c'est marrant, j'ai un souvenir d'ailleurs au tout début de ma carrière où il a discuté un peu avec moi en disant « Ah, ce serait bien qu'on bosse ensemble et tout ça ». Moi, comme j'avais des projets perso, en fait, j'ai continué à travailler sur ces trucs-là, donc ça s'est pas fait en fait à l'époque. Donc je trouve ça marrant en fait que d'un coup la configuration des planètes ait fait qu'on se retrouve à travailler ensemble, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Voilà. Comment s'est fait le casting de tes personnages? Ça on en a discuté assez longuement en fait avec Fabien et Xavier. Eux ils voulaient ils faisaient vraiment référence au cinéma 50-60 de Verneuil, 100 000 $ au soleil. Donc on avait en fait toutes les gueules du cinéma français à disposition en termes de référents. La chose qu'on a discuté tout de suite, c'était surtout pas de tomber en fait ni dans le plagiat ni dans la parodie de ces films-là, mais vraiment de s'en inspirer et de faire une version moderne en fait de ce cinéma à papa, quoi. Et donc voilà, de retrouver en fait cette chose qu'on retrouve pas trop dans le cinéma français aujourd'hui, les grands récits d'aventure où ça pétarade et tout, c'est assez compliqué, donc on voulait retrouver ça, quoi. Donc en termes de casting, ça a été assez simple, ils m'ont donné quelques références, et puis moi j'ai mis ça dans la moulinette, voilà, je leur ai fait des propositions, on est tombé d'accord assez rapidement en fait. Et puis chaque personnage était assez défini en termes de caractéristiques, quoi. C'est vrai Voilà. qu'ils sont... c'est très particulier, je pense notamment à Sambio, par exemple, le corps, c'est à cette scène où on le voit sur le pont en train de défier toute l'armée allemande pratiquement. Est-ce que leur côté grande gueule permet aussi de faire passer la violence qui est omniprésente dans le récit? Ouais. En fait c'est drôle parce que c'est vraiment... je pense que l'humour est vraiment efficace parce qu'il y a de la noirceur. Et la noirceur est vraiment efficace parce qu'il y a de l'humour, enfin. Et je pense qu'il y a vraiment ce jeu-là en permanence. Et Fabien et Xavier ont vraiment travaillé ce truc-là, on l'a vraiment retravaillé ensemble quand on a fait le découpage. C'était vraiment en fait d'avoir toujours la bonne jauge en fait, et de tomber au bon moment, d'être juste. Et quand il fallait être noir, il fallait que ça envoie. Et quand il y avait un gag, il fallait qu'il tombe au bon moment. Enfin, c'est vraiment de la mécanique super fine en fait. Je pense que du récit d'aventure grand public comme ça, c'est vraiment une mécanique très huilée. Il faut que tout soit parfait en fait, en termes de mécanique de scénario, de narration, de découpage. Les voilà. Scénarios sont tirés les dialogues sont tirés au cordeau. Ouais, ça c'est chouette. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'on a vraiment l'impression de lire une sorte d'essence de ce récit. Je sais que Fabien, il est vraiment dans cette quête-là, en fait, on le voit avec Tyler Cross, où il essaye d'aller à l'essence en fait de ce type de récit. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple sur une micro-scène en bande dessinée, on essaye de définir une imagerie ou des images qui donnent l'impression au lecteur qui va assister à 2, 4, 5, 6 minutes de film, parce qu'il a des images référentes en fait. Donc au bout d'un moment, même le médium bande dessinée en fait
comme un bon roman ou comme un bon film, en fait, le média il disparaît totalement et on est immergé en fait dans un récit. Donc on suit des personnages, on est avec eux, il se passe des trucs, il leur arrive des choses. Et en fait, on est vraiment, on essaye de vraiment faire vivre des choses au lecteur, quoi. Voilà. Et est-ce que toi, tu avais en dessinant des images de films à l'esprit? Bah ouais, il y avait De l'or pour les braves, 100 000 $ au soleil, enfin il y avait plein de référents en fait. Et après on peut piocher aussi dans des films de guerre, voilà, il y a plein, ouais, bah Lautner, ouais, c'est sûr, hein. Voilà, les Morphalous, enfin il y avait plein, j'ai regardé aussi Un week-end à Zuidcote. Enfin, j'ai essayé en fait de me nourrir de plein de choses, et surtout on essayait d'avoir des sortes d'images mythologiques en fait. La mythologie du cinéma français, enfin, on trouve ça intéressant de travailler là-dessus. D'avoir des images d'un coup qui font surgir tout un pan d'histoire ou tout un pan de cinéma, quoi. Voilà. Ces personnages, sous leur côté un peu grande gueule, sont malgré tout loin d'être des pros. Rien ne se passe comme c'était prévu dans le plan au départ. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais, pourquoi on avoir fait des losers quelque part? Bah, je suis même pas sûr que ce soit des losers en fait, parce que n'importe quel plan parfait sur le papier sera jamais parfait dans la réalité en fait. C'est impossible. On peut pas prévoir tous les paramètres. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une voiture qui débarque à la seconde 52 et tout le plan est fichu en l'air en fait. Et c'est que ça en fait. Tout ça s'enchaîne. Non mais c'est ça. C'est en permanence. Oui, c'est une suite permanente d'embûches. Mais c'est ça qui donne le sel au récit en fait. Vraiment. C'est vraiment là-dessus. Et en même temps, on comprend pourquoi ils ont monté cette équipe de bras cassés. C'est juste que c'est un merdier phénoménal en France à cette époque-là, et qu'on ne trouve pas comme ça au pied levé les meilleurs, quoi. On prend ceux qui restent. Donc voilà, l'équipe elle est pas parfaite, mais il va falloir que ça le fasse, quoi. Voilà. Alors justement, ce bordel absolu de cette année 40, la période de la débâcle, est-ce que c'est un ferment, un terreau indispensable justement à ces actions plus ou moins glorieuses? Ouais, est-ce que tout est permis à ce moment-là? Est-ce qu'on peut tout se permettre? Oui, oser? Bah, je pense que toutes les périodes de guerre sont des vrais grands terrains de jeu, quoi. Et en plus, c'est des périodes qui sont devenues de l'imaginaire collectif et qui sont en même temps des trucs très codifiés. Donc on peut casser les codes et faire à peu près ce qu'on veut à l'intérieur, quoi. Quand on prend par exemple Inglourious Basterds, je pense qu'il y a une proximité avec ce type de film, déjà pour juste l'espèce de jubilation d'éclater du nazi. Parce que ça, en fait, je pense que c'est un truc qui n'est pas réglé pour la plupart des Français. C'est que le nazi, dès qu'il apparaît, on a envie de l'abattre. Et je sais pas, c'est un truc... il faudrait que je demande d'ailleurs à mes enfants, ils sont peut-être encore un peu petits. Mais je pense que tous, en fait, on a ce truc-là. C'est-à-dire que dès qu'on voit un costume nazi, on a une espèce de haine viscérale qui apparaît, quoi. Voilà. Et donc je pense que... Ouais, enfin, vraiment, ces périodes-là, c'est grand terrain de jeu. Et en même temps, l'Exode, et cette période en particulier, a pas été tant traité que ça, en fait. Et même moi, quand j'ai fait des recherches pour avoir de la doc et avoir des photos, et ben il n'y en a pas tant que ça, parce que les gens ils étaient sur la route, et il y en a peu qui avaient pris leur appareil photo, et puis ils n'avaient pas trop envie, ils pensaient pas trop à ça, quoi. Voilà. Il t'a fallu justement beaucoup de documentation, de photos, d'images d'archives pour... Ouais. Bah déjà pour me nourrir, ouais, bah c'est important, je pense, pour vraiment comprendre comprendre l'environnement, en fait. Et puis après, je pense qu'on est obligé, pour faire croire à un moment au lecteur qu'il est en juin 40, il faut que ça ait l'air un peu crédible, quoi. Voilà. Après, c'est pas un vrai récit historique, donc j'ai pas compté tous les boulons sur les Stuka. Après, j'ai essayé quand même d'avoir, je sais que je me suis planté d'ailleurs, sur une des planches, heureusement j'ai un copain qui m'a dit fais gaffe, tu t'es trompé. J'avais fait un Stuka en fait qui avait été développé en 41 et mis en circulation en 42, donc il a fallu que je le retouche un peu, voilà. Mais après il faut essayer de vraiment faire attention, et en même temps ce que je voulais moi c'est que sur les routes il y a des véhicules qui sont autant des années 20 que des années 30 que des années 40. Ce que je trouve assez étrange dans les films de costumes entre guillemets, c'est que toujours les reconstitutions, et je pense que ça c'est pas pour pas perturber en fait le lecteur ou le spectateur,
tout le monde est habillé mode mai 40 si ça se passe en juin 40 et ils ont tous des bagnoles flambant neuves. Et je trouve ça assez étrange et surtout que là il y avait un côté débâcle. Donc il faut vraiment que ce soit fait de briques et de broc. Il y en a qui ont pris leur charrette, d'autres qui ont pris leur vélo. Donc voilà. Donc j'ai utilisé en même temps la documentation, le peu de documentation que j'ai trouvé sur la période pour essayer de donner un peu de vérité au récit, quoi. Voilà. Humour et grosse bagarre, c'est une recette du succès. Et ben ça je sais pas, on saura ça dans quelques temps. Mais après nous, je pense qu'on a vraiment essayé de faire passer cette jubilation et ces envies et cette joie qu'on a eu de travailler ensemble, quoi. Vraiment, en plus moi quand j'ai lu le scénario, il y avait un vrai pur récit d'action, c'est vraiment chouette, donc je pense qu'on était super enthousiastes et je pense que au final ça se ressent en fait quand on lit l'album, quoi. Voilà. Ah oui. Enfin, j'espère en tout cas. Comment est-ce que tu travailles justement avec les deux co-scénaristes? Est-ce qu'ils te laissent beaucoup de liberté? C'est des échanges ou est-ce qu'ils sont plutôt intrusifs dans ton travail? On a fait, en fait ce qui était drôle c'est que comme ils avaient leur première matière de scénario de film qu'ils avaient un peu revisité pour la version non dessinée, une fois que moi j'ai commencé à faire mon découpage, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui marchaient pas, qui marchaient sur papier mais qui en bande dessinée ne marchaient pas. Ils avaient beaucoup en fait de ping-pong, de dialogue et tout qui en cinéma peut fonctionner avec des regards, avec un plan fixe, voilà. Et c'est des choses qui en découpage BD marchaient pas du tout. Donc il a fallu entièrement réécrire, revisiter et ils ont vraiment écrit avec moi et pour moi, quoi. C'était vraiment chouette. Donc on a fait des séances de travail, de relecture, de réécriture pendant tout le long du projet. Et je pense qu'ils avaient envie aussi, comme c'est un récit d'équipe, ils voulaient en fait travailler en fait comme une équipe. Donc ils voulaient qu'on travaille vraiment tous les trois ensemble et que je sois pas chez moi et qu'ils passent un coup de fil ou qu'ils m'envoient des mails. Ils voulaient vraiment qu'on se voit pour que moi je comprenne leur motivation, leurs envies, ce qu'ils voulaient dire à travers telle ou telle scène, comment ils le voyaient. Voilà. Donc on a fait vraiment un retravail en live. Moi je faisais parfois des petits storyboards. Je sais que Xavier et Fabien dessinaient un petit peu aussi sur certaines pages parce qu'ils avaient des idées assez précises. Donc en fait je pense que la contrainte d'un travail très précis permet une liberté folle après, quoi. Parce qu'une fois qu'on avait le découpage et le storyboard qui était tellement affiné, moi je sais que je me suis éclaté sur l'ancrage et sur la réalisation des planches, quoi. Et parce qu'il y a même certaines pages de la toute fin où j'avais un storyboard tellement précis que je le mesurais au millimètre en fait pour le reproduire exactement, parce que en fait il en fallait ni plus ni moins, quoi. Voilà. Et par contre après en ancrage je pouvais en rajouter, après c'est le vrai travail du dessinateur qui se met en route, quoi. Voilà. Après les 4 tomes de l'affaire des affaires, le thriller politico-financier qui ne brille pas particulièrement par son humour, est-ce que un peu quand même. Allez, est-ce que cet album c'est un peu une récréation? Ouais, c'est vrai qu'en même temps c'est d'un coup beaucoup plus léger, puis en plus moi je sortais de l'affaire des affaires et de Cellule Poison, on rigole pas trop non plus. Donc ouais, c'est une vraie grande récré, c'était vraiment chouette, quoi. En tout cas c'est un superbe album et vraiment je crois qu'on est au moins 3 là, tous appréciés. Merci beaucoup Laurent, bon festival. Merci. 10 mai. L'Allemand préfère une fois de plus à l'attaque de face l'ignominie d'une manœuvre qui se doit d'être d'abord l'immolation de 3 pays-nœuds. 10 mai 1940, 2 août 1914, l'histoire recommence. La Belgique au matin rallie son peuple autour de son drapeau, tandis que nos toutes premières avant-gardes passent la frontière et que s'établissent les premières liaisons entre l'armée belge et nos troupes. Parti pour le voyage, adieu famille, adieu voisins.
Adieu le clocher du village, tu chanteras sur ton chemin. Et tout le long de la grande route, ton cœur ne perdra pas l'espoir. Jamais de pleurs, jamais de doute, tu peux te dire chaque soir. Dans un coin de mon pays, une fille me sourit, une fille au cœur bien tendre, une fille qui saura m'attendre. Elle attendra mon retour, car je reviendrai un jour. Oui, je reviendrai la prendre, car cette fille, c'est mes amours. Dis-toi quand tu penses à ta belle, elle m'aime avec fidélité. Puisqu'elle m'aime, je n'aime qu'elle. Buvons un verre à sa santé. Je ne suis pas seul en ce monde, et quelque part dans mon pays, je connais une tendre blonde qui boit à ma santé aussi. Dans un coin de mon pays, une fille me sourit, une fille au cœur bien tendre, une fille qui saura m'attendre. Elle attendra mon retour, car je reviendrai un jour. Oui, je reviendrai la prendre, car cette fille, c'est mes amours. Ici, Radio Journal de France. Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle. Je dois annoncer au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seules dans le nord contre l'ennemi.